Dans les années 1920 à 1930, la commune de Dingé comptait plus de 1800 habitants, après un pic de près de 2600 en 1904. L'artisanat n'étant qu'au début de la mécanisation, les voies de communication et les moyens de transport étant encore très limités, on trouvait dans chaque commune toutes les activités nécessaires à la vie quotidienne. Artisans, petits commerces et bien sûr les nombreux cafés, bistrots ou buvettes situés dans le bourg mais aussi dans les villages. Souvent, on exerçait plusieurs activités. L'épouse tenait le café ou l'épicerie et son mari était cordonnier, bourrelier ou forgeron. À cette époque, de 1920 à 1930, on comptait dans le bourg de Dingé une vingtaine de commerces, 45 artisans et près de 20 cafés, sans oublier 2 médecins, le notaire, un géomètre et même un photographe situé au Padil. Entre les vues actuelles et les photos anciennes prêtées par des Dingéens, nous vous proposons d'imaginer les rues du bourg en 1920, de partir à la recherche du café Touaille ou de la boucherie Leray, et de sentir le parfum du café torréfié par Louis Rondouin ou d'entendre le son de la forge de Jean Cocchio. Nous sommes devant notre monument aux morts de la guerre 14-18. Il fut inauguré le 19 septembre 1919. Les 100 noms gravés sur cette pierre témoignent du lourd tribut payé par notre commune pendant la Grande Guerre. Et nous voilà devant l'épicerie Chapon. Épicerie, quincaillerie, bazar, accessoires de chasse et de pêche, qui était tenue par Émile Chapon et Marie, son épouse. En 1925, M. Chapon avait obtenu le droit d'avoir à l'intérieur une citerne à essence de 2000 litres, avec un tuyau qui passait sous le trottoir pour venir au coin alimenter la pompe. Ici, à la place de la boulangerie, il y avait Jean-Baptiste Piotte, maréchal ferrant, qui tenait aussi un débit de boisson. Il était très réputé pour le tranchant de ses outils. Ça, mon gars, c'est du Jean Piotte. Ça coupait bien. Là, sur la gauche, il y avait Alphonse Orvet, qui était bourrelier, marchand de grains, de pommes, etc. Et Amandine, sa femme, qui était couturière. Au centre se trouvait Françoise Gallet, qui tenait un café, tabac et vendait de la galette. Les cafés du bourg vendaient tous des bolets. Le cidre était quasiment l'unique boisson. Boire de l'eau n'était pas dans les mœurs du temps. Et le vin était un breuvage exceptionnel. À cet angle, en face de l'église, on avait un café-épicerie géré par Marie-Joseph Moiset. Les magasins, les échoppes et autres cafés étaient ouverts 365 jours par an. Et même 366 les années bissextiles. Nous voilà maintenant dans l'actuelle rue des Rochers. Au numéro 3 se trouvait la boucherie Henri Leray. Elle a été remplacée en 1930 par la Poste. Ici, au numéro 9, il y avait Pierre Touaille, qui tenait un café, restaurant, hôtel, avec sa femme Marie-Ange. Il était également charron, avec son fils Raymond et Francis Bourges, ouvrier charron. Dans l'impasse entre ces deux maisons, habitait Marie-Joseph Lefebvre, qui était sourcière, et qui, à l'occasion, retournait les paupières. Dans la maison de droite, on trouvait le cordonnier Alphonse Baucher, un homme gai, fin comique et grand amateur de palais. Nous atteignons maintenant l'une des plus anciennes et des plus belles bâtisses du bourg, où habitait Henri Mette, qui était expert géomètre, mais aussi marchand de matériaux de construction. Il exploitait également des carrières sur Dingé. Et maintenant, l'école des filles. À cette époque, la directrice était mademoiselle Philomène Benoît, qui était responsable de la classe des grandes. Il y avait aussi madame André et mademoiselle Châtaignier, à qui était confiée la classe des petites. Celle-ci poussait le dévouement jusqu'à surveiller les filles à la grand-messe du dimanche et à faire apprendre le catéchisme. Nous traversons ensuite la rue des Rochers pour arriver aux abattoirs Leray. On appelait ça une tuerie. On arrive à la forge Cocchio. C'était une simple baraque en planche. Cocchio était un grand gaillard de presque 2 mètres, d'un air sévère, mais pas plus méchant qu'un autre. Dans cette maison, Simone Réolier tenait une épicerie. Dans la cour se trouvait l'atelier de mécanique agricole d'Antoine Tasbille, son époux.
Ici, à l'angle de la rue des Fontaines, Armand Berthaud était tailleur. Sa femme, Marie-Anne Sévran, était tailleuse elle aussi. En prenant la rue des Fontaines, sur la gauche, le fournil du boulanger Emmanuel Monnier. Le dimanche, les boulangers fabriquaient d'énormes brioches rondes. Cette grosse cavalerie, véritable étouffe chrétien, était vendue 5 sous vers 1932. Là, on voit la boulangerie d'Emmanuel Monnier, ainsi que le café tenu par sa femme Marie. Le dimanche, un coiffeur, Victor Gauthier, venait touser les gens. Ici, Amédée Vallet était charron, et sa femme Alphonsine Châtelier tenait le café. Meudé, comme on l'appelait, était carillonneur, un carillonneur de talent. À droite, son atelier, et au mur extérieur, à gauche, l'une des 4 pompes à eau publiques du bourg. Après le chemin vieux, on trouvait le sabotier Joseph Moutel et Aimée Delanoë, son épouse. À la suite, dans la Longère, Émile Châtelier avait sa forge. Sa maison, elle, était de l'autre côté de la rue, ainsi que son café. À côté, il y avait la ferme de Joseph Moreau et de sa femme Marie-Joseph Dauphin. La ferme a été incendiée vers 1925 ou 1926 et reconstruite peu après. Le tas de fumier s'étalait devant les maisons, presque sur la route. Bien avancée, tout en bord de voie, la maison du bourrelier Henri Duré et de sa femme Amélie Gréagne, qui était mercière. C'est juste à l'angle de cette maison que se trouve encore le puits Saint-Pierre. Dans le fond, au numéro 17, il y avait Jeanne Laurent, chiffonnière et marchande de peaux de lapin. En échange de ces peaux de lapin, elle donnait des sous ou des mouchoirs. Elle vendait aussi des boutons aux enfants pour jouer au pitaou. Dans la rue de Lille, en direction de Saint-Léger, pas de commerce ni d'artisanat sur la gauche. En redescendant vers le bourg, à l'entrée de cette cour, se trouvait la maison d'Alexandre Levacher, maçon, sa femme Léa Gauthier et leurs 5 enfants. Dans le fond de la cour, à la fin de cette longère, habitait Alexandre Herry, couvreur, et sa femme Marie-Louise Cottard. Dans la cheminée de la maison, il y avait des crochets qui servaient au boucher Amand Canet pour fumer ses andouilles. En revenant sur la rue, on trouve la maison de Louis Gauthier, qui était scieur de long, et sa femme Pauline Guérin. Ensuite, il y avait l'épicerie-quincaillerie tenue par Eugénie Montmeillet, l'épouse de Jean Faudet, qui lui était boucher de campagne avec son fils Bernard. À la suite de l'épicerie se trouve la maison Saint-Symphorien, qui a été à partir de 1823 la première école des filles de la commune. Comme dans de nombreuses paroisses, cette école fut d'ordre religieux avant de devenir laïque par décision de la municipalité en 1859. Mais les locaux devenus insuffisants et l'école causant des nuisances, elle devra être abandonnée et mise en vente en 1877. Le sacristain Léon Aubry a habité une partie de cette maison dans les années 1930. Au pied de cette maison se trouvait le puits Saint-Symphorien. À l'angle avec la rue de Bourgouette, Marius Caille était propriétaire de camions, des camions américains de la guerre de 14-18. Il exerçait le métier de transporteur et faisait le transport du bois. Il prêtait aussi son concours pour la fête de la Saint-Maurice. En continuant la rue de Bourgouette, on voit une belle maison rénovée qui date sans doute du XVIIe ou XVIIIe siècle. L'histoire de cette maison n'est pas connue. De l'autre côté de la rue, dans la cour, il y avait autrefois l'école de garçons, qui a brûlé après la Révolution. C'est ensuite devenu la demeure du père Hyacinthe Gratien. Le révérend père Gratien était un missionnaire en retraite. On peut dire qu'il était très estimé à Dingé. Il y avait également un magnifique puits, aujourd'hui démoli. En continuant à gauche, nous arrivons au café-épicerie de Louis Briand, qui était également cordonnier. Surnommé Pitch, il était apprécié de tous, très gentil et comique. C'était un grand amateur de palais, malgré son infirmité. Et voici la maison d'Armand Vallet et de sa femme, qui était couturière. En remontant la rue des Fontaines, le forgeron Émile Châtelier avait ici un café tenu par sa femme Berthe Delacroix.
Arrivés maintenant en haut de la rue des Fontaines, nous longeons l'entrepôt et la maison d'Élie Bellamy, qui était exploitant en bois comme son fils. Ensuite, en remontant vers la rue des Forges, la maison à l'angle a été reconstruite dans les années 50. L'histoire raconte que ce lieu a été le siège de la justice de paix à l'époque où Dingé était chef-lieu de canton, de 1792 à 1802. En 1930, un employé de Élie Bellamy, Francis Poirier, charretier, habitait là. Ici demeuraient les demoiselles Gratien, sœurs du révérend Hyacinthe Gratien. Continuant la rue des Forges, nous arrivons chez Théophile Anger, dit Tophile, jardinier de son état, et Marie Lecomte, son épouse. La deuxième maison abritait Léon Philippe, couvreur, ancien combattant, et son épouse Jeanne Bessin, couturière. Elle faisait de belles chemises. Elle était également experte dans la pose de ventouses contre les bronchiques. Et pour finir dans la longère, Julien Daumer était cordonnier, avec ses fils Gervais et Émile. Il s'occupait aussi des assurances. Sa femme, Jeanne-Marie Gallet, tenait le bistrot. Dans ce bâtiment se trouvait à l'arrière la forge d'Henri Aubray, qui avait aussi un bistrot de l'autre côté de la rue. Nous sommes maintenant dans la rue des Lavoirs. Au numéro 6 se trouvait le menuisier Eugène Orvet, surnommé Caplan, et son épouse Léa Gaucher, qui était cuisinière. Au numéro 8, Ernest Delahaye était cultivateur et bûcheron en même temps. Sur ce terrain, vers 1930, le garage d'Eugène Gallet était en construction. En traversant la rue des Lavoirs, nous abordons la ruette de la Rigole qui mène au cimetière. Le cimetière est à cet emplacement depuis 1835 environ, c'est-à-dire bien avant la construction de la nouvelle église. En remontant la rue des Lavoirs, on trouve sur la gauche des maisons de cultivateurs avec un four à pain. Ici, la maison du cultivateur Jules Joly. Au numéro 17, la maison du facteur Jean Robert et de sa femme Aline Gallet qui faisait la galette. Nous arrivons ici au numéro 15, devant la belle maison du boucher Émile Canet et de son épouse Anne-Marie Barat. À l'angle du pignon de droite, on voit les restes d'une pompe qui était encore en place il y a peu de temps. En remontant vers la place Saint-Maurice, toujours sur la gauche, la première maison est celle de Léon Lecomte et de sa femme qui ont ouvert la poste de Dingé chez eux le 1er décembre 1899. Elle y est restée jusqu'en 1930 où elle a été déplacée rue des Rochers dans l'ancien bâtiment de la boucherie d'Henri Leray. Juste après, au numéro 11, se trouvait la modiste Odette Buan. L'actuel bar des Amis abritait déjà un café tenu par monsieur et madame Aubray, les parents du forgeron Henri Aubray. Il y avait dans ce café un piano mécanique, scandale de l'époque. Ici, à l'emplacement de la pharmacie, nous avions les demoiselles Nobilet, Aurélie et Noémie, qui proposaient de la mercerie et de la couture. Au numéro 5, cette grande maison abritait Jules Frémont, menuisier, et son épouse Marie-Ange Pincette. Jules Frémont était un véritable artiste. Sur la gauche de cette maison se trouvait une autre pompe publique de la commune. Au numéro 3, il y avait le cordonnier Hyacinthe Migret et son épouse Amélie Motion, mercière. Côté opposé, nous voici à l'épicerie actuelle, qui était déjà à l'époque l'épicerie de Jules Fontaine et de Victorine, son épouse. Dans le prolongement, Arsène Barré et sa femme Germaine Cotterelle tenaient un bureau de tabac avec la recette buraliste. Arsène tressait également des paniers. À l'extrémité, Armand Prioul était menuisier et tenait un dépôt de grains. Sa femme, surnommée Nini, tenait le café-épicerie. Le dimanche, le coiffeur Louis Gauthier, qu'on appelait Ouedus, venait couper les cheveux. À partir du porche, et incluant le bâtiment faisant l'angle avec la rue de Tanoirne, il y avait la maison Amand Canet. C'était une boucherie-charcuterie, mais aussi un café, restaurant et hôtel. Dans la maison Canet, à la Saint-Maurice, une bonne odeur de galettes et de saucisses grillées ouvrait les appétits. Il était également spécialiste de la tête de veau.
À cet endroit, Victor Cuguin et sa femme Marie-Louise tenaient une boulangerie. En 1931, c'est Théodore Desilles et sa femme Louise Gentil qui leur succèdent. Il fallait aller chercher l'eau et le fagot, route de Tinténiac. En continuant, on avait Monsieur et Madame Vallée, marchands de chevaux. Plus haut, Louis Rondouin et Marie Gallet avaient une épicerie, mercerie, confection. On y torréfiait le café sur place, son arôme embaumait toute la rue. La dernière maison, faisant l'angle, abritait le café Jean Guédé, appelé café du Tonquin, peut-être un souvenir d'Indochine. Jean Guédé était également tailleur d'habits. En remontant dans la rue du Canal, on trouvait ici le bourrelier Félix Fleury, puis son fils René et sa femme Angèle Chabot, qui était couturière. Et la dernière maison était celle de Jean-Baptiste Orvet, qui était maçon. Cette place était autrefois la cour de l'école des garçons. Pour la récréation, les enfants traversaient en rang serré la place qui borde l'école, située à côté de la mairie, puis la route, et gagnaient la cour, protégée à cette époque par un long mur de 2 mètres de haut. Un grillage séparait cette cour du potager du maître, situé derrière. On peut voir encore les toilettes de l'école des garçons. La dernière maison était l'étude notariale de maître Édouard Ferron, qui a été notaire à Dingé de 1922 à 1934. C'est en 1912 que maître Guerrier fit construire cette maison pour son étude notariale. Tous les notaires successifs ont continué d'y exercer jusqu'en 1976. Ici, le calvaire, édifié en 1910 et qui a été modernisé en 1930. En haut de la côte, de l'autre côté de la rue, nous trouvons la maison du docteur Lechaux. Habitait ici également monsieur Mathurin Garçon, le gendre du docteur Lechaux, qui était agent d'affaires. Monsieur Léon Décévé-Davy et sa femme Léonie, qui habitaient ici, étaient marchands de vaches. À l'emplacement du garage actuel se trouvait le garage du mécanicien Raymond Nobilet. Sa maison se situe un peu plus loin. Cette grande maison abritait le café de Rose Dorel, veuve Fontaine. Voilà la demeure du mécanicien Raymond Nobilet. Et ici, juste avant la mairie, habitait Mademoiselle Roger, ou Mademoiselle Françoise, bien connue des catéchumènes. Nous voici à l'école des garçons, avec à l'étage la mairie et le logement de l'instituteur. Le bâtiment s'avançait jusqu'au carrefour. L'école des garçons occupait tout le rez-de-chaussée. La mairie n'était qu'une grande pièce au premier étage, à côté de l'appartement réservé au directeur de l'école, M. Rébillard et sa famille. L'école était répartie en 3 classes, dirigées par M. Rébillard, M. Dupré et M. Cadeau. En montant rue de Tanoirne, sur la gauche, à la place du camping-car, adossé au mur, on en voit encore la trace, il y avait une maison basse et petite. C'était la demeure de M. Armand Delanoë, l'homme à tout faire de la commune, qui avait la redoutable tâche d'allumer les lanternes fixées en hauteur dans les carrefours. Son épouse, Madame Delanoë, qui a assisté à la naissance de 3/4 des enfants de la commune, était aussi une nourrice extrêmement dévouée. Ici, la maison d'Aristide Joly, un vieux célibataire sans famille, qui plus tard offrit le terrain sur lequel fut construit le patronage en 1936. En face, en retournant vers le centre-bourg, nous voici maintenant devant le presbytère, où logeaient François Roger, le prêtre, Joseph Fougeret, le vicaire, et leur domestique Marie Anger. Ici se trouvait la ferme d'Armand Éluard et de sa femme Aline Marcasse. Les porcheries étaient juste au-dessus de la route. Un peu plus bas, il y avait Norbert Nobilet, cordonnier. Son épouse Angèle tenait le café appelé le Carapotin. Au pied du bâtiment, il y avait une pompe publique censée donner de l'eau potable, mais le purin qui descendait de la ferme d'Armand Éluard, à côté du presbytère, coulait le long du caniveau et polluait l'eau. Nous voilà de retour à l'épicerie d'Émile Chapon, qui occupait tout l'angle de la rue de Tanoirne avec la place du Souvenir. Notre visite se termine à l'église Saint-Symphorien, patron de Dingé.
Cette église a été construite à l'emplacement de l'ancienne à partir de 1868. Les travaux ont duré presque 20 ans. À l'intérieur, on peut voir un beau rosaire, la statue de Saint-Pierre et un Christ très ancien. Il y avait 3 messes le dimanche, la première à 6 h pour les lève-tôt, la deuxième à 8 h et la grand-messe de 10 h 30. Voilà ressuscité tout un pan de la vie du bourg dans ces années lointaines. Et comme l'a écrit Georges Rondouin dans ses souvenirs de jeunesse à Dingé, les bruits du village sont les bruits des hommes, pas celui des machines et des moteurs. Les odeurs sont aussi celles des hommes et de leurs travaux, arôme fort et insistant de la navette venue des champs voisins, l'odeur tenace et captivante du café torréfié par Louis Rondouin, ou l'âcre senteur de cornes brûlées qui fusent de la forge où Henri Aubray et Jean Coquio ferrent de lourds chevaux résignés. Bruit des hommes, senteurs humaines, temps révolus.